Aujourd'hui, il s'agit d'une maladie triste. Ça s'appelle un trouble maniaco-dépressif ou des troubles maniaco-dépressifs. Il y aurait 3 de la population qui souffrirait de ça. Et on dit que cette maladie apparaît habituellement autour de la trentaine. Oui. Elle est caractérisée par l'alternance de phases maniaques, puis ensuite c'est suivi de phases dépressives. Alors, on a aujourd'hui un témoignage très émouvant qui va nous révéler vraiment la dure réalité de cette vie que ces gens-là mènent et de cette maladie. Et ensuite, je rencontre le psychiatre traitant, le docteur Pierre Lalonde. C'est plus agréable d'être speedé que d'être down. Parce que quand on est speedé, je crois qu'on a beaucoup trop d'énergie. Quand on est down, on n'a plus d'énergie. Une femme n'a pas de milieu. Dans rien. Pas de milieu dans ses sorties, pas de milieu dans ses dépenses, pas de milieu dans son comportement. J'ai pas de milieu. Je peux être 3 jours sans manger, après ça, manger pendant 3 jours sans arrêter. Mais j'ai toujours été le même, pas de milieu dans rien. Oui, j'ai toujours dit ça en folie. Je suis une maniaco-dépressive, et voilà. Docteur Lalonde, qu'est-ce que ça veut dire que de souffrir de troubles maniaco-dépressifs? C'est vrai que c'est important dans un premier temps de définir cette maladie-là, qui d'ailleurs maintenant s'appelle maladie bipolaire, en ce sens qu'il y a 2 pôles. Le pôle maniaque, ce n'est pas d'avoir de petites manies au sens populaire, c'est plus dans un sens d'agitation, d'euphorie, d'exaltation, de grand plaisir, qui alterne avec des périodes dépressives, mais vraiment dépressives avec beaucoup de tristesse, d'idées suicidaires, de ralentissement. C'est dans ce sens-là qu'on parle de maniaco-dépressif, et surtout quand c'est une alternance entre ces 2 épisodes-là. Il y a 8 ans, c'était Madame Lamoureux qui prenait l'autobus pour Québec. Elle allait rendre visite dans la vieille capitale à son frère et à sa belle-sœur. Mais voilà qu'aussitôt arrivé là, le goût de magasiner lui prend. Ça allait être le début d'une première phase maniaque importante. On magasinait. On n'exclut pas la personne qui parle parce que ma belle-sœur me suivait, mais moi, je magasinais. Et j'ai assez magasiné que mon frère était obligé de venir me reconduire chez moi parce que j'avais trop de bagages pour prendre l'autobus. Puis là, j'arrivais chez nous, puis j'ai tout mis ça sur mon lit, empilé. Des robes, des costumes, des souliers, en tout cas, il y avait de tout. Il y avait de tout. Là, j'ai pris mon bain, j'ai mis ma jaquette, je me suis installé à la télévision. Là, j'ai passé la nuit à la télévision. Puis, dans la télévision, je voyais tout le monde que je voyais ressembler à quelqu'un que je connaissais. Alors, je les appelais. Ça a commencé à 3 heures du matin, à peu près. Ils devaient être fiers, hein? Je me suis réveillé. Puis là, ça a duré jusqu'à 9 heures le matin. Là, j'ai dit, c'est vrai, il faut que j'y aille travailler. Mais j'étais en congé de maladie, j'avais pas d'affaire à aller travailler.
Là, je commence à m'habiller. Tout ce que j'avais acheté à Québec, j'essayais ça. Ah, pourquoi j'aime pas ça? Flop. Je mettais ça sur le lit. Il faut y une autre affaire. Je me suis habillée à peu près 18-20 fois. 20 fois. J'ai dit, bon, ben là, je vais arrêter de fouiller là-dedans. Je vais aller fouiller mon garde-robe. Mais là, l'heure avançait. Il était rendu 2h25. Puis c'était au printemps. C'était au mois d'avril. Là, j'avais mes grandes bottes en vinyle, avec des talons, des spikes Sodo, à peu près. Puis là, la première affaire que j'ai accrochée, qui était sous ma main, était mon déshabillé de nylon. J'ai accroché ça, je me suis mis ça sur le dos, j'ai appelé un taxi, j'ai pris ma sacoche, puis bonjour, on s'en va travailler. Hein? Vous êtes parti en bottes puis en déshabillé Oui. au mois d'avril pour aller travailler Oui. avec votre sac à main. Oui, puis mes bas culottes, puis mon soutien-gorge. Point. L'absence d'inhibition est caractéristique des maniaco-dépressifs en phase euphorique. C'est donc sans pudeur que Mme Lamoureux s'exhibe à moitié nue devant ses collègues de travail. Indifférente aux sourires et aux chuchotements, elle se permet même de narguer ceux et celles qui tentent de l'aider et veulent la conduire à l'infirmerie. En phase maniaque, Mme Lamoureux nous a confié qu'elle s'était promenée en déshabillé dans son lieu de travail. Est-ce qu'elle était consciente, d'après vous, des gestes qu'elle posait? Puis est-ce qu'elle ne pouvait pas se contrôler pour ne pas faire ça? Autant en manie, en agitation, qu'en dépression, ce n'est pas une question de volonté. Les symptômes se manifestent vraiment contre la volonté des patients. Mais ils en sont bien conscients, cependant. Ils se rendent compte qu'ils sont tristes et ralentis ou qu'ils sont agités et qu'ils font des excès, mais ils peuvent pas vraiment s'empêcher de les faire souvent. Ça s'est terminé comment, ça, cet épisode-là? Ça s'est terminé que j'ai vu arriver Elisabeth avec son imperméable et la police qui m'ont dit, si tu restes pas tranquille, on te met les menottes. Ils me juste dit, essaye de me les mettre, les menottes, tu vas arriver deuxième. Là, ils m'ont attaché. Après une civière, les deux poignets, la strap et le cadenas. Hein? Puis là, je criais au meurtre-tu un qui va me détacher. Hein? Puis là, j'essayais de me détacher, moi. Là, ils ont réussi à m'en prendre. Hein? Et je me suis réveillée à Hippolyte Lafontaine. C'est ici, à l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, que s'est retrouvée en cure fermée Mme Lamoureux. Elle y est revenue à d'autres occasions, entre autres à son retour de voyage de République dominicaine, voyage pendant lequel elle avait dépensé une fortune, à un point tel que le docteur Lalonde a décidé de la placer sous curatelle. Si Mme Lamoureux a été hospitalisée suite à des périodes euphoriques, elle s'est aussi retrouvée ici, dans cette institution, après avoir sombré dans une dépression profonde. Je lisais le journal. Tout ce qu'il y avait dans le journal me ressemblait. Les caribous qui se noient, c'est à moi parce qu'une fois, j'étais dans le bain, puis la femme du deuxième m'avait avait fait couler, déborder son bain. Et là, ça s'est mis à me tomber sur la tête à moi, en bas, là, parce que nous autres, on avait un faux plafond. Un plafond suspendu dans la chambre de bain. Puis ça s'est mis à couler, ça. Après ça, là, c'était les caribous qui se noient, ça, c'était à moi, dans le bain. Une baleine échouée sur le bord de la mer, c'est à moi. Tout ce que je voyais dans le journal, c'est à moi. La télévision, tout ce qu'il y avait de plus, je sais pas, c'est à moi. Puis là, j'ai commencé, là, à avoir peur d'aller dans la chambre de bain. Parce que je me disais, ils vont faire couler le bain encore, ils vont me noyer. Puis là, tout ce que je mangeais dans le frigidaire, je trouvais ça pas bon. Il n'y avait rien de bon. Là, je disais, ils vont me noyer, ils vont m'empoisonner. Ils vont se mettre les deux ensemble. Vous ne mourrez pas. On va mourir tout seul. Vous ne mourrez pas. Là, j'ai arrêté de manger. Là, c'était café-cigarette, café-cigarette. J'ai été un mois sans manger. Là, ils ont fait descendre mon frère de Québec. Il m'a emmené à l'urgence d'Hippolyte. Et j'ai été une semaine complète. Et Hippolyte n'a pas mangé non plus. Parce que là, j'en avais assez. Puis je me disais, pourquoi ma mère est morte? Moi, je vais mourir, puis je suis pas capable.
Puis à chaque fois que je me réveillais le matin, je me disais pourquoi je me suis réveillée. Madame Lamoureux, vous la suivez depuis 5 ans, près de 5 ans maintenant. Quel traitement lui avez-vous proposé? Le traitement chez les maniaco-dépressifs, c'est le lithium. Ça a des résultats fort intéressants. Sans lithium, on s'attend à ce que les épisodes maniaques et dépressifs surviennent à peu près à tous les 9 mois. C'est-à-dire que ces gens-là risquent d'être hospitalisés jusqu'à 2 fois par année. Avec le lithium, en moyenne, ça les espace aux 5 ans, ce qui est déjà fort intéressant, et ça réduit l'intensité. C'est-à-dire qu'ils sont moins maniaques et moins dépressifs. Et ça permet à bien de ces gens-là de vivre une vie presque normale. Surtout que s'ils sont sous traitement, ils sont amenés à consulter dès qu'ils trouvent qu'il y a des petits débalancements, ce qui fait qu'on peut régulariser assez rapidement les choses. C'est une capsule de lithium comme celle-ci que prend régulièrement Mme Lamoureux depuis 2 ans. Le lithium, c'est un sel minéral qui ressemble un petit peu au sel qu'on a sur notre table. On connaît mal les causes des troubles maniaco-dépressifs, mais ce que l'on sait, c'est que le lithium stabilise les humeurs des personnes qui souffrent de cette maladie. Donc, elles sont moins dépressives et elles sont aussi moins euphoriques. Le problème, c'est que certains malades s'ennuient des épisodes euphoriques. Ils s'ennuient des sentiments de bien-être, de liberté, de puissance, de productivité qu'ils connaissent à ces moments-là. Alors, ce qu'ils font, ils arrêtent de prendre leurs médicaments. Ce qu'ils espèrent ainsi, c'est de pouvoir, par exemple, s'offrir un voyage, qu'ils en aient ou non les moyens, travailler 24 heures sur 24, ou encore se lancer sans aucune retenue dans les aventures amoureuses les plus folles. La manie, tant qu'à choisir une maladie mentale, c'est sûrement la plus agréable, à condition de ne pas faire de phase dépressive. Ces gens-là se sentent effectivement très bien quand ils sont en manie. Très heureux, très euphoriques, très puissants, plein de capacités. Sauf que parfois, ils se ramassent avec des problèmes après coup parce qu'ils ont fait des excès. Alors, quand on est en manie, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est mal. C'est après. Sauf que, effectivement, il y a des gens qui cessent le lithium pour se retrouver dans cet état de bien-être-là. Tout est vite, ça va vite. Ça va vite là, ça va vite là, ça va vite, marche vite, cours vite. Je fais tout en même temps. Je peux revirer la maison à l'envers d'une journée, là. Là, c'est de nausée. Des nuits blanches à peinturer, puis des nuits blanches sur le swing, puis des nuits blanches à avoir du fun, puis des nuits blanches à danser, puis des nuits blanches à... Puis aller travailler le lendemain, parce que je me disais, toi, la grande, tu étais capable de ne pas te coucher, tu étais capable d'aller travailler, ah ouais, ouch. Il y a des gens qui refusent de prendre du lithium parce qu'ils aimaient ça quand ils étaient dans les phases un petit peu maniaques, parce qu'on a... Oui, on est mieux, on est mieux. On n'a pas le goût de perdre ça. Non, non, mais on est mieux, mais c'est pas mieux quand on vient sur une phase dépressive après. C'est là qu'on n'est pas bien. Docteur Lalonde, est-ce que madame ici est un cas type ou bien s'il y a des différences dans les phases? Est-ce qu'il y en a qui sont extrêmement maniaques, donc extrêmement dépressifs et pendant longtemps, puis d'autres plus légers? Oui, il y a des formes mineures de la maladie, Oui. qu'on appelle la cyclothymie ou l'hypomanie. Ces gens-là, parfois, peuvent fonctionner un peu toute leur vie sans jamais être traités. Oui, Et il y a aussi des phases beaucoup plus sévères que ça. oui. Où les gens, par exemple, peuvent dépenser beaucoup d'argent quand ils en ont beaucoup, peuvent devenir très irritables ou peuvent devenir confus et régresser. Est-ce qu'il y en a qui peuvent aller jusqu'au suicide pour vrai? C'est sûrement des complications fréquentes de la phase dépressive. Oui. Donc, vous parlez du lithium comme d'un médicament très efficace. Vous avez l'air confiant dans ce médicament-là. Mais combien de temps ça prend avant de faire effet? C'est pas comme une aspirine, là. Ça prend pas 1 heure à fonctionner.
Bon, quand un patient arrive en phase maniaque, normalement, une phase maniaque, ça dure Euphorique. environ 3 mois. Euphorique, c'est ça. Le lithium, ça l'a raccourci à 2-3 semaines. Donc, souvent, au début du traitement, il faut associer le lithium à un sédatif pour aider à ralentir le patient qui, autrement, se disperse et risque de se faire mal ou faire mal à d'autres. Et au bout de 2-3 semaines, on cesse le sédatif et on continue seulement avec le lithium. Est-ce que la dépression est moins grande du fait de l'utilisation du lithium? Le lithium, ça ne guérit pas vraiment la dépression, mais ça prévient les rechutes. Alors, un patient qui accepte d'en prendre régulièrement après une phase maniaque ou dépressive, ça prévient les rechutes à ce moment-là. Là, vous venez de dire que vous l'administrez pendant une phase maniaque, disons euphorique. Si la personne arrive à l'hôpital en phase dépressive, terriblement triste, au bord du suicide, est-ce que vous pouvez déjà administrer le lithium ou vous devez préparer le patient autrement? On commence d'habitude par un antidépresseur qui va permettre au patient de sortir de sa phase dépressive. Oui. Et par la suite, si on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a des alternances, bipolaires, on peut le maintenir ensuite au lithium. Donc, ça prend un certain temps. Ça se fait pas en criant ciseaux. Là, je pense aux familles qui auraient des gens comme ça dans leur entourage. C'est pas dès le lendemain qu'on voit une transformation majeure. Non, non, c'est vraiment un médicament qui prend un bout de temps à agir. Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça rétablit l'équilibre entre les cellules nerveuses. Ça rétablit un équilibre de sérotonine. Et ça prend 2-3 semaines pour se rétablir. Est-ce qu'on peut prendre du lithium toute sa vie? Après un épisode, on recommande de prendre environ pour 1 an. Oui. Après 2 ou 3 épisodes, surtout si ça revient fréquemment, on recommande d'en prendre pour longtemps, parfois à vie. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens maniaco-dépressifs qu'on pourrait qualifier de supérieurement intelligents, supérieurement convaincants? Ces gens-là, on dirait qu'il n'y a rien pour les arrêter. Est-ce que c'est... vous avez pu constater que c'était souvent des gens brillants qui étaient maniaco-dépressifs ou pas? Les gens qui sont hypomaniaques, qui ont des formes mineures de maladie, peuvent effectivement être très productifs. On en rencontre beaucoup en affaires, par exemple. C'est des gens qui ont une capacité de travail remarquable. Si ça devient trop important, là, il manque de jugement à ce moment-là. Mais cette maladie-là n'appartient pas particulièrement aux gens intelligents. Non. Sauf que comme ça augmente leur productivité, quand ils n'ont pas trop d'erreurs de jugement, bien, ils peuvent paraître particulièrement performants. Donc, ce qui les trahit, finalement, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est qu'ils sont très performants, puis à un moment donné, ils font des erreurs de jugement par rapport à l'argent ou par rapport aux individus, j'imagine. Quand si c'est un employeur, par exemple, il peut se tromper sur une décision majeure quant à sa compagnie. C'est ça, ils deviennent dispersés, ils entreprennent des choses qui finissent pas. Ou à l'inverse, s'ils sont en phase dépressive, ils deviennent tout à fait improductifs. Alors, ils s'absentent à ce moment-là. Ils s'absentent. Est-ce qu'ils ont tendance à s'isoler? Dans la phase dépressive, il y a beaucoup de gens qui se retirent, qui s'enferment, qui restent sur leur lit et qui sont plus capables de fonctionner. Oui. Bon, maintenant, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est dans les familles? Est-ce qu'on peut dire que c'est plus chez les Blancs que chez les Noirs, chez les Jaunes? J'ai lu un article sur les Amish aux États-Unis où on aurait trouvé une espèce de filon, là, maniaco-dépressif. C'est ça. Dans une secte qui sont les Amish aux États-Unis, comme ces gens-là se marient entre eux, il y a plus de maniaco-dépressifs dans cette secte-là parce que c'est génétique, cette maladie-là. Et très habituellement, quand on a un patient qui souffre de cette maladie-là, on en retrouve chez les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Il y a une transmission génétique de la maladie, oui. Peut-être pas de force égale? Est-ce que ça peut se disperser? Ça peut être plus ou moins fort chez un que chez l'autre? Oui, c'est ça. Si on a une forme mineure de la maladie, Oui. ça peut faire quelqu'un qui est très productif Oui. à côté de son frère qui, lui, a la maladie. Bon. Maintenant, que faire pour la famille? Est-ce qu'il y a des dangers pour la famille? Pour les enfants, par exemple, si quelqu'un entre dans une grande colère? Est-ce que les problèmes d'argent, vous avez mis Mme Lamoureux sous curatelle publique? Il y a des conséquences pour les familles. Qu'est-ce que les familles peuvent faire? Sans traitement, c'est sûr que ça a des conséquences beaucoup plus sérieuses parce qu'en phase maniaque, les gens manquent de jugement. En phase dépressive, ils sont plus capables de s'occuper de leurs enfants. Sous traitement, ça fait des parents qui sont assez adéquats. Mais la difficulté, c'est de convaincre les patients à suivre un traitement ou bien de les détecter avant qu'ils fassent trop d'erreurs. Le moment le plus facile de convaincre un maniaco ou une maniaco-dépressive d'aller à l'hôpital se faire soigner, c'est quoi? Est-ce que c'est en phase maniaque ou en phase dépressive ou quand? Est-ce qu'il y a un truc à quelque part? La phase dépressive, c'est très souffrant. Oui. Et à ce moment-là, de convaincre quelqu'un que sa souffrance pourrait être soulagée par un médecin, ça, c'est sûrement un bon moment. En phase maniaque aussi, si on lui présente les choses en disant « Remarque que tu
sont différentes de ce que tu fais d'habitude, c'est sans doute qu'il y a une souffrance et il y a un traitement pour ça. Si on intervient sur l'aspect souffrance, c'est plus facile de convaincre quelqu'un que de lui dire « t'es fou » ou « tu fais des erreurs ». Alors, on lui proposerait de lui alléger sa souffrance. Parce que Mme Lamoureux est amenée de force à l'hôpital, au début en tout cas. Oui, parce que c'est assez terrible pour quelqu'un qui ne sait pas que ça va lui arriver. c'est ça. Quand il y a personne qui connaît la maladie, on se demande pourquoi il fait des bizarreries comme ça, surtout que le patient, lui, se sent très, très bien. Il se demande pourquoi il devrait consulter. Sauf que d'habitude, il reste un insight qu'on appelle une sorte de compréhension qui fait que quand il y a un médecin qui comprend la situation, qui dit « je vais vous offrir un traitement » et qu'on le présente d'une façon ferme, la plupart des patients acceptent. Oui. Est-ce qu'il laisse facilement les traitements? Comme vous disiez tout à l'heure qu'il y avait tendance à... Est-ce qu'en général, ils reviennent au lithium si jamais ils l'abandonnent un petit bout de temps? J'ai très peu de patients qui ont maintenu un traitement la première fois que je leur ai proposé. Oui. Ils ont Mais tous plus fait tard... l'essai de revenir. Quand ils s'aperçoivent que ça leur cause des problèmes, là, ils reviennent au traitement. Ils reviennent parce que c'en est une solution efficace, Oui. le lithium. Docteur Lalonde, merci infiniment.